C'est un grand plaisir de vous accueillir ce midi. On a beaucoup de gens qui continuent à se joindre à nous. Donc, bienvenue. J'espère que ce premier midi, ce premier webinaire Midi Hermès IUD saura vous plaire. Je vais prendre 2 petites minutes avant de commencer, juste pour vous expliquer un peu comment nous en sommes venus à penser à cette activité, pourquoi, qu'est-ce que c'est Hermès? Peut-être vous êtes-vous posé la question. Donc, je partage mon écran dans une petite seconde avec vous. Donc, il y a quelques temps, vous me connaissez, je m'appelle Magali Dufour, peut-être on s'est déjà rencontrés. Je travaille depuis quand même longtemps avec Sylvie Gagnon, avec Valérie Valmouric, et vous savez, ma passion pour les jeux d'hasard et d'argent et également pour tout ce qui touche à la cyber. Et on avait différents projets, puis vous savez, on a des projets qui s'en viennent, qui sont fort intéressants. Je pourrais vous en glisser un tout petit mot. Et j'avais envie parce que, vous savez, maintenant, je suis prof à l'UQAM et j'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent avec moi, qui ont des projets hyper intéressants. Puis on n'a pas souvent la chance de diffuser un peu ce que nous sommes en train de faire. Et donc, en discutant avec l'équipe, avec mon équipe, eh bien, on a eu cette idée de développer ces midis Hermès parce que l'Institut fait beaucoup de conférences, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses en lien avec les substances et que pour ceux qui s'intéressaient plutôt aux dépendances comportementales, eh bien, il y avait peut-être un peu moins de choses. C'est pourquoi nous sommes venus avec cette idée de faire des midis Hermès. Donc, qui est Hermès? Alors, vous nous connaissez tous, peut-être moins sous le nom de l'équipe. Hein. Dans l'Institut universitaire, il y a 3 grandes équipes. Il y a l'équipe du risque, hein, qui n'a pas besoin de présentation. Il y a l'équipe d'Isabelle Giroux, qui s'occupe sur les traitements des jeux d'hasard et d'argent. Et il y a notre équipe qui s'appelle l'équipe Hermès. La chef de notre équipe, c'est Sylvia Quiroz de l'Université Concordia que vous connaissez. Et voici tous les autres membres de l'équipe. Annie-Claude Savard, il y a Magali Brodeur, Adèle Morvanou, Francine Ferland, Valérie Van Mouric que vous connaissez tous, Eva Monson, Martin French et Nadine Blanchette-Martin que plusieurs d'entre vous connaissent. Donc, voici qui nous sommes. Une équipe qui existe depuis quand même quelques années, mais qui est peut-être un peu moins connue que la grande équipe du risque. Notre équipe se préoccupe de 2 phénomènes. Hein. On a 2 passions, si on peut dire ainsi, les jeux d'hasard et d'argent et tous les phénomènes des écrans. Et enfin, on va regarder toujours cela en mettant nos lunettes de qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes en ligne. En quoi, finalement, le numérique va changer les habitudes, soit de jeux d'hasard et d'argent ou soit encore d'utilisation d'Internet. Donc, devant ces 2 passions, hein, on s'est dit comment vous partagez, comment vous communiquez les résultats parce que, vous savez, entre le temps qu'on fasse les études et le temps qu'on publie, des fois, il va se passer beaucoup de temps. Puis, on avait envie d'avoir un échange plus régulier, vous faire connaître les primeurs, de vous faire connaître bien avant que ce soit publié, parce que ça peut prendre 2 ans, comme je le disais, de vous faire connaître les résultats pour que vous puissiez les utiliser plus rapidement dans votre pratique clinique. Et donc, on a dit, enfin, on va tenter, puis là, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez. Hein. On va bien être heureux d'avoir vos commentaires. On a pensé faire des rencontres 3 fois par année à peu près. Là. Donc, on se donne un mandat peut-être à chacune des sessions, une fois à l'automne, une fois à l'hiver, puis peut-être une fois au début du printemps, de vous présenter des résultats qui vont vous parler et qui vont être en lien avec votre travail clinique. On va également après chacune des rencontres, faire un peu comme ils le font à l'Institut, donc on s'inspire beaucoup de ce qui est fait avec l'IUD, de faire des résumés à emporter là, qui pourra être donc, si jamais vous avez besoin de lire une petite page, des fois pour vous remémorer, ah oui, c'est quoi déjà, c'est quoi les chiffres, c'est quoi le concept? Donc, il va y avoir toujours ça après les présentations. Et on voulait vraiment aussi commencer les midis Hermès parce que vous connaissez peut-être, plusieurs d'entre vous ont entendu parler de plusieurs développements qui s'en viennent, dont le prochain traitement Virtua, hein, qui va débuter probablement en septembre prochain. Là, on va commencer à l'implanter en septembre prochain. Et j'avais envie, avec toute notre équipe,
de commencer à vous nourrir sans tout de suite vous parler du traitement, parce que là, on est en train de le développer. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais j'avais comme envie de commencer à nourrir un peu votre réflexion pour que quand on arrive avec ce nouveau gros morceau-là de Virtua, eh bien, qu'on puisse, que vous soyez comme prêt, puis que vous ayez déjà été nourri en attendant, là, que vous ne soyez pas en train de mourir de faim ou de soif de connaissances. Donc, voilà pourquoi nous avons développé les Midis Hermès. J'espère que c'est une tradition auquel vous serez présents pendant plusieurs années. Et je vous remercie vraiment. C'est très touchant de voir que vous êtes aussi nombreux. Là, moi, je m'attendais, j'avais dit à Christiane, peut-être une vingtaine de personnes. Tu sais. Ce n'est pas tout à fait le nombre qu'on a. Et donc, c'est d'autant plus impressionnant et vraiment très touchant que vous soyez présents. Donc, sans plus attendre, nous allons aller à notre première présentation. Elle va être faite par Mme Christine Lavoie. Christine est une jeune clinicienne qui débute ses stages, qui est au doctorat en psychologie à l'Université de l'UQAM. Et puis, elle s'intéresse depuis donc maintenant 3 ans à toute la cyberdépendance. Christine travaille avec moi depuis son début du doctorat. Et puis, elle travaille à l'élaboration de Virtua. Donc, vous pourrez peut-être poser des petites questions à la fin si jamais il y en a qui veulent en savoir plus. Je vais être présente et Christine aussi va être présente pour répondre à vos questions. Mais elle s'est intéressée dans ce projet-là vraiment aux jeunes et au lien entre l'anxiété et la cyberdépendance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va bien au-delà de juste dire qu'il y a un lien. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Christine. Christine, merci d'avoir accepté d'être notre première conférencière et amuse-toi bien. Donc, merci Magali. Donc, je suis enchantée d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par partager mon écran. Et voilà. Bonjour à toutes, à tous ceux qui se sont déplacés virtuellement vers moi aujourd'hui. Donc, comme Magali disait, je suis présentement doctorante en psychologie à l'UQAM. Et les données qu'on va discuter aujourd'hui, en fait, sont le résultat finalement de mon essai doctoral. Donc, de mon projet là, qui a été fait sous la direction de Magali et en collaboration avec d'autres auteurs également que vous pouvez voir. Donc, aujourd'hui, un petit plan de la présentation. On va commencer bien évidemment par la recherche, par les données qu'on a trouvées, le contexte, les questions de recherche, etc. Pour ensuite là, avoir une petite section sur qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ces données-là au niveau de l'évaluation, au niveau du traitement. Et finalement, là, on aura une période de discussion et de questions à la fin, là, comme Magali l'a dit, si vous voulez poser peut-être des questions aussi sur Virtua, nous serons là pour y répondre. Donc, débutons avec qu'en dit la recherche. Donc, en fait, premièrement, on sait pas mal tous que l'adolescence est une période développementale relativement critique. Il va y avoir beaucoup aussi d'auteurs qui vont avoir parlé d'une période de storm and stress, donc tumulte et stress. C'est en fait une théorie qui est relativement remise en question depuis quelques années, mais on ne peut pas nier que nos adolescents y vivent une période transitoire parsemée de changements sociaux, de changements physiologiques, de changements psychologiques. Donc, durant cette période de développement, les jeunes sont confrontés à diverses tâches développementales et ils devront accomplir ces tâches-là. En fait, il y a premièrement tout leur établissement de l'identité, établissement aussi de l'estime de soi, donc un premier enjeu au niveau de l'estime, alors aussi que le regard de l'autre, le regard des pairs prend vraiment en importance. Donc, mon groupe d'amis devient de plus en plus important, je dois construire mon estime, je dois construire mon identité, alors aussi que je me distance finalement des figures d'autorité autour de moi. Tous ces changements-là importants vont exposer de façon plus prédominante les adolescents finalement à des événements stressants. Donc, quand on parle d'événements stressants, ça va être des événements relativement quotidiens dans la vie du jeune, comme par exemple les conflits avec les amis, avec les parents, qu'on sait qu'ils peuvent arriver à l'adolescence, tout ce qui va parler aussi des transitions scolaires, des mauvaises notes, le désir d'être populaire aussi. Donc, chez nos jeunes, vont être de plus en plus, en fait, exposés là, à divers événements stressants quotidiens qui peuvent, pour nous, paraître plutôt banals, mais si on se remet dans la peau de nos ados, qui peuvent être à la limite là, très stressantes, voire parfois presque traumatisantes.
Mais par contre, cette exposition-là à tous ces événements-là fait de façon générale que la majorité de nos adolescents, finalement, vont sortir de l'adolescence avec un éventail de stratégies de gestion de stress, puis vont avoir finalement développé là, leur capacité à répondre à ces événements stressants-là. À l'inverse, bien que la majorité y arrive, il y en a quand même une section de nos adolescents qui vont, durant cette période-là, développer des symptômes, dont de la détresse, par exemple, psychologique. En fait, au Québec, on estime qu'entre 19 à 40 des jeunes vont présenter une détresse psychologique significative, donc qui ont rapporté le vivre la détresse significative. Donc, pour ces jeunes qui vivent une grande détresse, on va voir qu'il y en a certains en plus qui vont développer d'autres types de symptômes, dont les symptômes anxieux. Au Québec, en ce moment, présentement, on peut voir qu'il y a une augmentation des troubles anxieux. Donc, sur 5 ans, les troubles anxieux auraient doublé finalement chez nos jeunes. Donc, de façon générale, on a environ 17 de nos jeunes qui ont un diagnostic d'anxiété. Et si on regarde au niveau du genre, il y a 23 de nos filles et 12 de nos garçons qui ont des diagnostics d'anxiété. Donc, si on parle un peu plus profondément, finalement, de l'anxiété chez nos jeunes, oui, c'est en hausse. Puis on peut voir aussi qu'il y a 2 troubles qui vont être prédominants. Donc, les 2 troubles les plus fréquents, finalement, chez les adolescents, les troubles anxieux. Le premier va être le trouble d'anxiété sociale. Donc, je vais le prénommer le TAS pour aller plus vite au cours de la présentation. Donc, il y a à peu près 8 de nos jeunes qui vont souffrir d'un TAS présentement. Si on se rappelle un petit peu le portrait clinique, ça ressemble à quoi un jeune qui a de l'anxiété sociale? Bien, premièrement, c'est un jeune qui a extrêmement peur, qui a une peur marquée du jugement de l'autre, du jugement d'autrui. On va souvent parler du jugement négatif d'autrui, donc de se sentir humilié, d'avoir peur de ce que l'autre va penser de soi, etc. Mais il faut aussi voir ça comme le jugement même positif. Donc, il y a aussi une partie des adolescents qui vont souffrir d'anxiété sociale, qui ont peur aussi même d'être bien vus. C'est simplement d'être vu par l'autre, que l'autre me regarde, que l'autre porte un jugement sur moi, qu'il soit positif ou négatif. Ça va procurer de l'anxiété finalement chez ces adolescents-là. Donc, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Qu'est-ce qui arrive s'il pense X, Y, Z? Qu'est-ce qu'il remarque, s'il remarque que je suis anxieux, etc. Donc, c'est toutes ces pensées-là qui vont procurer vraiment de l'anxiété chez nos ados. Cette anxiété-là, importante dans les situations sociales, vont faire que les adolescents qui souffrent d'un TAS vont souvent éviter finalement les situations sociales. Donc, ça peut être d'éviter de refuser d'aller à l'école, d'éviter d'aller dans des soirées avec des amis, de rencontrer des amis, etc. Quand ils sont obligés ou quand ils se rendent dans ces situations-là, bien, on voit vraiment qu'il y a une inhibition comportementale très importante. Donc, c'est souvent ceux qui vont avoir la difficulté à parler aussi dans les groupes, qui vont parfois aussi, on va voir clairement qu'ils sont plus anxieux, qu'ils sont plus timides. L'autre trouble le plus fréquent à l'adolescence va être le trouble d'anxiété généralisée, de son petit acronyme, le TAG. Donc, le TAG, en fait, va affecter à peu près presque 10 de nos adolescents. Et c'est un trouble qui est souvent moins bien connu, moins bien diagnostiqué aussi de façon générale, principalement chez les ados. Si aussi, là, on veut se remettre un peu le portrait clinique d'un adolescent qui a un TAG, bien, premièrement, c'est un adolescent qui a des inquiétudes excessives. Donc, c'est des inquiétudes sur les sujets ordinaires que tous les adolescents ont, donc sur leur santé, par exemple, sur l'école, sur la famille, sur le social. Mais leurs inquiétudes sont vraiment présentes de façon démesurée. Donc, ce n'est pas juste je suis un petit peu inquiète d'avoir une mauvaise note, par exemple. Là, c'est récurrent, c'est presque incontrôlable aussi. Ça va parler que c'est incontrôlable finalement, là, la pensée, l'inquiétude. C'est des jeunes qui vont avoir, comme on va parler, une intolérance à l'incertitude. Donc, si on va avoir une image, c'est un peu quelqu'un qui est allergique finalement aux imprévus, qui est allergique à l'incertitude. Donc, c'est nos jeunes aussi qui sont en fait très bons pour prévoir toutes les situations et tout ce qui pourrait potentiellement mal tourner. Donc, c'est vraiment les jeunes là, qui sont capables de voir là, toute la fin du scénario et d'envisager toutes les situations possibles, ce qui les inquiète au final. Quand je disais que c'est un trouble qui est souvent mal compris et mal diagnostiqué même chez les jeunes, c'est que souvent, en fait, ça va venir avec des comportements ou des caractéristiques que l'œil extérieur peut voir comme adaptatifs ou
positif. Donc, c'est souvent des jeunes qu'on va parler qui sont très perfectionnistes. Donc, même au niveau de l'école, etc., ils vont vouloir performer, ils vont vouloir bien faire les choses. C'est souvent des jeunes aussi qu'on remarque qui sont plus matures que la moyenne, en guillemets, les vieilles âmes, etc. Donc, on voit vraiment aussi tous ces côtés-là, des fois, qui peuvent faire en sorte que nos jeunes avec un tag vont passer sous le radar au final. C'est des jeunes qui vont aussi avoir tendance à l'évitement. Donc, quand je parlais du TAS, on parlait d'un évitement plus comportemental, hein, refuser d'aller à l'école. Et une fois que je suis dans la situation aussi, c'est même un retrait là, au niveau comportemental. Ici, pour mes jeunes tags, ça va être beaucoup une tendance à l'évitement cognitif. Donc, c'est des jeunes qui ne veulent pas penser à certaines choses. Imaginez, on a des pensées qui sont incontrôlables, des inquiétudes qui sont extrêmement fréquentes. Ben, c'est des jeunes qui vont essayer finalement d'éviter de penser à tout ça. Donc, ça peut aussi les amener même voir à faire de l'évitement comportemental parfois pour justement pas avoir à s'inquiéter des situations sociales ou de l'école. Eux aussi peuvent avoir un certain comportement de retrait par rapport à ça. Donc, ces deux troubles anxieux vont avoir vraiment des conséquences au final dans la vie de nos jeunes. Mais malgré ça, il y a quand même un long moment souvent qui va se passer entre les premiers symptômes anxieux chez nos jeunes et la demande de soins. Donc, cette relativement longue période de temps-là fait en sorte que nos jeunes ils veulent mettre en place des stratégies pour apaiser leur détresse, pour réduire leur anxiété, parce que bien évidemment, c'est pas très le fun de vivre avec toute cette anxiété. Donc, dans cette optique, on sait déjà qu'il y a un lien qui existe entre finalement les symptômes anxieux et la consommation de substances chez nos adolescents. Donc, il va y avoir des adolescents qui vont souffrir de tags, de TAS et qui vont utiliser finalement la consommation de substances pour diminuer leur anxiété ou pour réduire leur inhibition. Et on sait qu'à court terme, finalement, de consommer, par exemple, beaucoup d'alcool, c'est vrai que ça peut réduire l'inhibition ou réduire le sentiment d'anxiété à très court terme. Donc, ça fonctionne à court terme, donc ça peut venir renforcer finalement le comportement de consommation et précipiter potentiellement une dépendance aussi chez nos jeunes. Donc, très bien, on connaît le lien entre consommation de substances et anxiété, parfait, mais qu'est-ce qu'il y en est maintenant des autres comportements qui sont potentiellement addictifs? Donc, les comportements sans substance qui pourraient être addictifs chez nos jeunes, dont, entre autres, justement, l'utilisation problématique d'Internet. Donc, on sait qu'Internet va s'avoir imposé finalement dans la vie de nos jeunes depuis quelques années. Donc, maintenant, Internet fait partie de leur quotidien. On sait qu'à peu près, là, à l'année 2020, là, il y aurait 41 de nos jeunes qui vont passer plus de 15 heures par semaine sur Internet. Comme j'aime le rappeler, 15 heures par semaine, c'est l'équivalent d'un emploi à temps partiel. Donc, c'est quand même une quantité assez importante de jeunes qui vont passer du temps sur Internet. Nos jeunes vont souvent se tourner vers Internet parce que ça répond à certains de leurs besoins. Donc, ils ont des motivations à aller sur Internet. Les motivations principales de nos jeunes, ça va être premièrement la socialisation. Donc, Internet leur permet d'avoir des contacts sociaux. Ça leur permet d'être présents avec leurs amis et même des fois de combler potentiellement de certains contacts qu'on n'aurait pas à l'extérieur. Ça leur permet aussi de se distraire. Si je suis en train de, par exemple, scroller, donc descendre, défiler sur Instagram, ça me permet peut-être d'oublier mes soucis, de ne pas être trop dans ma tête. Donc, il y a toute la motivation aussi de distraction qui serait quand même présente chez nos adolescents et nos jeunes adultes pour utiliser Internet. Donc, ces motivations-là peuvent être potentiellement vues en fait comme une utilisation qu'on va parler compensatoire. Quand je dis compensatoire, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le jeune va venir utiliser Internet pour pallier à des éléments externes de sa vie. Donc, en d'autres mots, c'est vraiment le jeune, en fait, qui va vivre, par exemple, un événement négatif. On parlait qu'il y en avait beaucoup au début au niveau pour les jeunes, soit les conflits, le stress par rapport aux notes, etc. Donc, il va vivre un événement négatif ou stressant et il va être motivé finalement à se rendre sur Internet pour réduire ou apaiser le sentiment négatif qui en découle. Donc, je vais utiliser Internet pour compenser ce qui est arrivé à l'extérieur de ma vie pour réduire mes symptômes. Et ça sera encore plus vrai, en fait, chez les jeunes qui auraient des conditions qu'on va parler chroniques, comme l'anxiété. Donc, si on a un jeune qui va souffrir de TAG, qui va souffrir de TAS, donc
lui va être plus fréquemment exposé, en fait, à des événements négatifs, des événements stressants, et souvent va y réagir aussi de façon plus intense. Donc, la motivation à utiliser Internet serait potentiellement aussi plus intense et plus fréquente. Donc, c'est ce type d'utilisation qu'on va parler compensatoire qui pourrait, elle aussi, précipiter, en fait, finalement, une utilisation problématique d'Internet, une UPI. Quand on va parler d'UPI, ici, on parle en fait d'une utilisation problématique qui va être caractérisée par des préoccupations démesurées par rapport à l'utilisation d'Internet. C'est aussi une utilisation qui est excessive et qui est difficilement contrôlable pour le jeune. Souvent, ça va se traduire en fait par la perte de la notion du temps. Donc, c'est notre jeune qui va passer de longues heures sur Internet, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il a passé 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et ça peut aussi se traduire en fait par le besoin finalement de utiliser Internet plus fréquemment ou plus longtemps qu'on l'avait prévu. Donc, par exemple, c'est aussi le jeune qui se dit, ah, OK, c'est beau, je vais regarder un petit peu Instagram avant d'aller me coucher, je vais juste regarder 20 minutes au final, puis je vais aller me coucher. Puis au final, ben, c'est pas juste 20 minutes, finalement, j'ai besoin d'y être 40 minutes pour avoir la distraction par rapport à mes soucis ou etc. Donc, c'est plus long que prévu initialement. L'UPI, ça va amener des conséquences là, significatives souvent dans la vie de nos jeunes, au niveau, par exemple, de l'hygiène de vie. Ça va amener des conséquences au niveau de la santé physique parfois. Ça a aussi des conséquences significatives souvent sur les relations sociales, dont familiales, principalement chez les adolescents. Souvent, ça cause des conflits dans la famille. Et ça a même aussi un impact sur le rendement scolaire et ça a un impact aussi, par exemple, sur l'absentéisme à l'école. Donc, très bien, OK, on sait que, bon, il y a des conséquences à l'anxiété, il y a des conséquences à l'UPI, puis comme on peut voir qu'il y aurait un lien potentiel à l'utilisation d'Internet par rapport aux troubles anxieux ou aux symptômes anxieux de nos adolescents. Parfait. Qu'est-ce que notre littérature va nous en dire? Donc, est-ce qu'il existe vraiment un lien entre l'UPI et l'anxiété chez nos adolescents? Les données là, préalables à ma présente recherche que je vais vous présenter, dans le fond, les données vont nous dire que de façon générale, oui, on peut voir qu'il y a un lien de l'anxiété de façon générale, quand elle est non spécifique à un trouble. Donc, quand je vis des symptômes anxieux, il y aurait un lien, en effet, avec l'UPI. Donc, plus il y a de symptômes anxieux, plus il y a de symptômes d'UPI et vice-versa. Donc, ça, on peut le voir dans la littérature présente. Donc, OK, parfait, mais là, si on va un peu plus loin, les troubles anxieux spécifiques, je viens de vous dire, le TAG et le TAG sont 2 troubles anxieux, mais ne sont pas pareils. Quand je vous les écris, on voyait que les peurs ne sont pas les mêmes, les conséquences éventuellement ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, ils sont différents. Donc, si on regarde plus précisément là, les symptômes spécifiques d'un trouble ou de l'autre, est-ce qu'il y a un lien avec l'UPI? Bien, ici, les données sont moins claires. Donc, premièrement, il y a un petit peu plus de données sur le TASS, donc l'anxiété sociale, et le lien avec l'UPI. Donc, ça a été un petit peu plus étudié chez les adolescents. Les premières études vont nous porter à croire que oui, il semble y avoir un lien, mais il y a quand même des études qui vont venir nuancer donc ce lien-là. Donc, par exemple, une étude va nous rapporter que oui, OK, il y a un lien dans 3 des pays sur les 6 qu'on a fait l'étude, mais pas sur les 3 autres. Donc, il y aurait peut-être aussi des conséquences au niveau des circonstances au niveau de la culture qui ferait qu'il y aurait un lien ou non entre mon anxiété sociale et mon pays. Il y a aussi, par exemple, une autre étude qui rapporte que le lien, oui, il existe un lien entre les deux, mais seulement chez les filles, pas chez les garçons. Donc, ici, on voit que les résultats sont un peu moins clairs, donc un peu plus flous pour l'anxiété sociale spécifique avec l'UPI. Mais là, si on regarde avec le TAG, c'est encore moins clair parce qu'en fait, premièrement, on n'a pas de données spécifiques chez les adolescents. Donc, les 5 études qui ont été faites et qui ont évalué le lien entre le TAG et l'UPI ont été faites chez des populations adultes et non chez les adolescents. Ces études-là vont, oui, remarquer qu'il y a un lien un petit peu entre les deux, parfait, qu'il y aurait un lien, mais encore là, au niveau méthodologique, bon, c'est des études, certaines qui ont des très petits échantillons, et justement, qui n'a pas été faite chez les adolescents. Mais nous, on se pose la question chez mes ados. Le TAG peut être très préoccupant, peut être très envahissant chez mon adolescent. Est-ce que ça a un lien avec l'UPI? Ça, ici, on n'a pas de réponse dans la littérature.
Donc, nous, ici, on est venu se questionner, en fait, bon, ben, on veut une réponse finalement à ceci, puis on veut même ajouter une catégorie de plus. On sait que, en fait, OK, le TAS et le TAG sont différents, mais quand on regarde nos profils UPI aussi, on voit des différences entre les UPI qui vont avoir une addiction aux jeux vidéo et une addiction aux réseaux sociaux. Ils ne sont pas pareils, premièrement au niveau du genre, donc on a vraiment un profil beaucoup plus masculin pour les jeux vidéo, sans surprise, et beaucoup plus féminin pour les réseaux sociaux. Donc, ben là, ici, on voulait savoir quel est le lien entre tout ça. Donc, est-ce que la présence d'un trouble anxieux spécifique, soit le TAG ou le TAS, a un impact, un lien avec le développement finalement d'une UPI à une application particulière? Donc, UPI, pas juste général, mais une UPI associée aux réseaux sociaux, une UPI associée aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y en est de ça? Donc, on voulait avoir une réponse à cette question-là qui ne semble pas avoir de réponse au final là, présentement dans la littérature. Donc, pour ce faire, en fait, on va mesurer et comparer, en fait, des profils quand on va parler de UPI réseaux sociaux et UPI jeux vidéo. Donc, ça va être les jeunes qui vont avoir une UPI avec une prédilection pour les réseaux sociaux et les jeunes qui vont avoir une UPI avec une prédilection pour les jeux vidéo. Je vais revenir là, au niveau des groupes dans la prochaine diapositive. Et on veut vraiment voir aussi, ben, c'est quoi la contribution du TAG et du TAS sur le développement de ces problématiques et des autres facteurs de risque, parce qu'on sait aussi que ben, l'estime de soi, c'est un grand enjeu pour nos ados et les événements stressants aussi. Puis tout ça va avoir aussi un lien avec mon anxiété. Donc, on veut essayer de départager un petit peu tout ça, puis voir c'est quoi la contribution de ces facteurs-là sur mon UPI, sur les chances de me retrouver dans l'UPI réseaux sociaux ou dans l'UPI jeux vidéo. Donc, pour ce faire, en fait, on a eu accès finalement à une banque de données qui a été récoltée, en fait, des données qui ont été récoltées à l'hiver 2018 pour un projet qui s'appelle Hors-Piste du Centre RBC de l'UDS. Donc, on a fait des analyses de données secondaires. Après nos critères d'inclusion et d'exclusion, on a conservé en fait 2883 participants, donc adolescents, qui avaient entre 12 et 18 ans et qui étaient de secondaire 1 à secondaire 5. On avait également quelques classes d'adaptation aussi dans notre échantillon. Ces adolescents-là provenaient en fait de 4 régions du Québec différentes et de 14 écoles secondaires en tout. De façon générale et rapidement, là, les instruments de recherche qu'on a utilisés, on avait un questionnaire socio-démo relativement standard. On a utilisé pour évaluer la sévérité et la fréquence de l'UPI, c'est l'IAT qu'on a utilisé. Et pour analyser finalement les symptômes de TAG et de TAS, on a utilisé des sous-échelles du SCARED, qui est une échelle qui évalue les troubles anxieux chez les enfants et les adolescents. Ensuite, pour les événements stressants, c'est une échelle maison qui a été construite précisément pour le projet. Quand on va parler d'événements stressants, les jeunes devaient coter si oui ou non vivaient actuellement l'événement. Exemple d'événements stressants qu'il pouvait y avoir dans la liste, c'est un peu ce que je vous ai mentionné précédemment, c'est par exemple le conflit avec les parents, conflit avec les pairs, désir de popularité. Ça peut être également avoir vécu de l'intimidation, par exemple, à l'école, etc. Au niveau des groupes, comme je vous l'ai dit, on a évalué la fréquence et la sévérité de l'IAT avec l'IAT, pardon. Et pour pouvoir créer nos deux groupes, je vous parlais de profil UPI jeux vidéo et UPI réseaux sociaux. Donc, pour créer ces deux groupes-là, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on avait une seconde question qui demandait aux jeunes, bon, ben, combien de temps vous passez sur chacune de ces applications par semaine? Et pour les départager, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué bon, ben, si mon jeune passait plus de temps sur les réseaux sociaux que sur les jeux vidéo par semaine, on disait qu'en fait, son application de prédilection était les réseaux sociaux. Donc, il se retrouvait dans UPI réseaux sociaux. Et l'inverse est vrai aussi pour les jeux vidéo. Donc, ce que ça va nous avoir donné comme résultat, premièrement, au niveau de la description finalement de mon échantillon, mais on avait 55, presque 56 de filles, donc relativement là, équivalent au niveau du pourcentage de garçons et de filles, avec un âge moyen de 14,6 ans, donc presque 15, donc à peu près secondaire 3. De façon générale, nos jeunes vont passer à peu près là, presque 20 heures par semaine sur Internet. Donc, quand on parle de 20 heures par semaine, c'est vraiment juste pour les loisirs. Donc, on a exclu tout ce qui est pour l'école, pour le travail, etc. Donc, c'est vraiment de loisirs par semaine. Ici, il faut se rappeler en fait que les données vont avoir été récoltées à l'hiver 2018, donc pré-pandémie. Donc, c'est certain que
la pandémie va pouvoir avoir potentiellement un impact sur le nombre d'heures aussi que nos jeunes passent sur Internet. Pour remettre en contexte aussi, hein, si on retourne à l'hiver 2018, ça nous paraît si loin après avoir vécu toute une pandémie. Il faut dire qu'à peu près, on avait là, quand même là, plus de 85 de nos jeunes qui avaient des téléphones intelligents en leur possession, qui leur appartenaient. Il y avait au-dessus de 80 aussi qui avaient un ordinateur et des consoles aussi de jeux. L'hiver 2018, c'est un petit peu moins d'un an après la sortie, par exemple, du grand phénomène de Fortnite. Donc, ça peut vous remettre un petit peu en contexte. Au niveau des troubles anxieux, en fait, on va avoir 23,3 de nos adolescents dans notre échantillon qui ont un diagnostic officiel décerné par un professionnel de la santé d'anxiété, de troubles anxieux. Donc, c'est quand même plus élevé que ce qu'on a vu, par exemple, dans les recherches précédentes. De façon générale, nos adolescents vont vivre à peu près 7 événements stressants actuellement et vont avoir une estime de soi là, à 30,5, donc qui est une estime de soi normale de façon générale. Donc, si on regarde la question qui brûle les lèvres, combien on a du pays dans notre échantillon, qu'est-ce qu'on en ressort? Donc, tout dépendant du point de rupture qu'on prend, donc du cut-off, si on prend un premier cut-off qui est plus large, donc qui inclut nos adolescents qui seront à risque et nos adolescents qui sont problématiques, donc à 50 plus, on voit quand même qu'on a 17,6 de nos ados qui vont coter pour une UPI réseaux sociaux. Et on a 13, presque 14 là, qui vont présenter une UPI jeux vidéo. Si on est un petit peu plus sévère, OK, on veut juste voir les problématiques, on va aller dans un point de rupture plus sévère. Donc, avec 70 sur l'IAT, on voit quand même qu'on a 1,4 qui vont présenter une UPI avec prédilection pour les réseaux sociaux et presque 2 pour nos jeux vidéo. Donc, on voit quand même ici que, bien que de façon générale, nos problématiques et à risque soient moins élevées pour nos UPI jeux vidéo, quand on regarde plus spécifiquement les problématiques, on en a un petit peu plus quand même dans cette catégorie. On a quand même encore la majorité de nos jeunes qui sont non UPI, non problématiques. On est rassuré. Donc ici, si on compare un petit peu nos groupes pour voir à quoi ils ressemblent, bien, en fait, on peut voir en fait que au début, je vous avais dit de façon générale, dans notre échantillon, nos adolescents vont passer à peu près 20 heures par semaine de loisirs sur Internet. Mais si ici, on découpe nos groupes, bien, on voit qu'en fait, c'est nos UPI qui tirent la moyenne vers le haut parce que de façon générale, nos adolescents non UPI vont passer à peu près 16,5 heures par semaine. Mais là, si on regarde, par exemple, à l'autre extrême, nos jeux vidéo, eux, vont passer près de 30 heures par semaine à jouer à des jeux vidéo. Et c'est à peu près 25 heures là, pour nos UPI réseaux sociaux. Si on regarde aussi au niveau des événements stressants, on voit en fait une donnée qui était intéressante ici, que j'ai fait ressortir en rouge, c'est qu'en fait, nos adolescents UPI réseaux sociaux vont rapporter significativement plus d'événements stressants présentement, donc à 9,5. Donc, c'est le groupe qui vont rapporter vivre le plus d'événements stressants présentement. Au niveau de l'estime, c'est aussi le groupe, en fait, qui va rapporter avoir la moins bonne estime, finalement, de soi. C'est notre groupe UPI réseaux sociaux. Donc, ils sont à 27, donc qui serait une estime relativement faible. Maintenant, si on regarde plus spécifiquement nos profils. Si on regarde notre premier profil, qui est notre profil UPI réseaux sociaux. Donc, nos UPI réseaux sociaux, c'est quoi leur risque? Qu'est-ce qui fait que j'ai plus de chances de me retrouver dans ce groupe-là? Premièrement, on a les symptômes de TAG. On se rappelle, le TAG, c'est les inquiétudes excessives, c'est vouloir aussi faire de l'évitement cognitif, etc. Donc, à chaque symptôme de plus que j'ai de TAG, j'augmente mes risques de se trouver dans ce profil-là de 9 %. Donc, à chaque symptôme que j'ai TAG de plus, je dis j'ai 9 % plus de chances, en fait, de me retrouver dans l'UPI réseaux sociaux. Si vous pouvez voir, il y a TAG, mais il n'y a pas le TAS, ici sur ma diapositive. En fait, c'est que le TAS n'est pas une variable prédictrice de l'UPI réseaux sociaux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ici, dans mon échantillon, le fait de présenter des symptômes d'anxiété sociale n'augmente pas mes chances significativement d'avoir une UPI réseaux sociaux. C'est vraiment spécifiquement mes symptômes reliés à l'anxiété généralisée
qui vont avoir une incidence finalement sur le risque de me retrouver ou sur les chances de me retrouver dans ce groupe-là. On peut voir également que l'estime de soi, ça c'est relativement sans surprise, avoir une bonne estime de soi, une estime de soi élevée, ça va réduire mes chances de me retrouver dans ce groupe-là. Ce n'est pas étonnant parce qu'on vient de dire en fait que c'est le groupe qui a une moins bonne estime. Donc, le fait d'avoir une bonne estime de soi, ça réduit mes risques de me retrouver avec une UPI réseaux sociaux. Si on regarde au niveau du genre, on l'avait dit un peu précédemment que c'est un profil qui est relativement féminin. C'est encore vrai dans mon échantillon. Ici, ce sont majoritairement des filles qui composent ce groupe-ci. Donc, à peu près 83% de mon groupe UPI réseaux sociaux sont des filles, s'identifient en fait comme des filles. Donc, le fait d'être de genre féminin, ça va augmenter mes risques de me trouver dans ce groupe-là de 51%. Et au niveau des événements stressants, encore là ici, plus je rapporte d'événements stressants, plus j'ai de risques de me retrouver finalement dans ce groupe-là, dans ce profil-là. Donc, à chaque événement stressant que je dis avoir de plus, donc à chaque fois que je coche oui, j'augmente mes risques de me retrouver ici de 9%. Si on regarde maintenant mon profil UPI jeux vidéo, là ici, on va recommencer encore avec les symptômes anxieux. On voit qu'ici, il y a le TAS, c'est lui qui a une incidence sur le fait de présenter finalement une UPI jeux vidéo, ou pas. Donc, ici, le tag n'a pas d'incidence significative. Okay? Donc, c'est vraiment là, si j'ai des symptômes anxiété sociale spécifiquement, c'est là que je vais augmenter mes risques de me retrouver avec une UPI jeux vidéo de 16% à chaque fois que j'ai un symptôme. Encore là, ici, pour ce profil-là, sans surprise, comme pour le précédent profil, l'estime de soi aussi a une incidence. Mieux est mon estime, moins j'ai de chances d'avoir cette problématique. Si on regarde au niveau du genre, encore là, on a un profil qui est très genré. Donc, on a 85% de mon profil ici qui sont des garçons. Et comme vous pouvez voir, le méga chiffre, le pourcentage qui est en haut ici, au genre masculin, c'est que si je suis de genre masculin, donc si j'ai un adolescent garçon dans mon bureau et qui présente une UPI, il y a 1360% de chances qu'il va se retrouver finalement dans le UPI jeux vidéo. Donc, il va avoir une préférence pour les jeux vidéo quand on va classifier son UPI. Comme pour le profil précédent, les événements stressants ont aussi une incidence ici. Donc, à chaque événement stressant, j'augmente mes risques de me retrouver dans ce groupe-là. Si on fait une petite conclusion ici, donc 2012, c'était les dernières données qui étaient avec un échantillon relativement semblable au mien, donc au nôtre, et 2018, c'est notre recherche actuelle. Donc, le nombre d'heures est resté relativement stable. Donc, on était entre 17 à 20 heures en 2012 de temps alloué aux loisirs sur Internet. On reste à 20 heures à peu près encore là pour notre présente étude. Donc, c'est relativement stable. Souvent, on entend qu'il y a une inquiétude par rapport à l'augmentation finalement du temps passé sur Internet. Mais on voit que ce serait relativement stable chez nos adolescents avec nos données présentes. Si on regarde par contre là, au niveau de l'UPI spécifiquement, si on conserve notre premier point de rupture qu'on disait qui était plus large, qui inclut nos à risque et nos problématiques, on voit qu'il a presque doublé. En 2012, on avait 18% qui étaient à risque ou problématiques. Et si on regarde avec notre échantillon, présentement, on est presque à 32%, 31,4%. Donc, on a presque doublé ici notre pourcentage chez nos jeunes. Et si on regarde aussi, même si on décide d'être plus sévère, on va juste regarder nos problématiques. Donc, on va prendre un point de rupture plus sévère. À quoi ça ressemble? Encore là, on a plus que doublé, on a presque triplé. On était à 1,3 en 2012. Et si on regarde aujourd'hui, on est à 3,3. Donc, on voit que notre nombre d'heures n'augmente pas nécessairement. Mais par contre, notre prévalence de nos jeunes UPI, ça a augmenté sur une période de 6 ans. Si on y va aussi pour conclusion par rapport à nos deux profils, qu'est-ce qu'on voit qui ressort? Nos profils UPI réseaux sociaux et jeux vidéo, ils ont des similitudes. On voit que l'estime de soi et les événements stressants vont tous les deux avoir des impacts sur nos deux profils. Donc, que j'ai une UPI avec préférence pour réseaux sociaux ou jeux vidéo,
que j'ai une faible estime et beaucoup d'événements stressants va avoir un impact sur les deux. Donc, c'est des similitudes entre nos profils. Mais on voit aussi des différences. On l'a bien vu. Donc, premièrement, au niveau du genre, ça, c'était sans surprise, on s'en doutait. Donc, notre profil UPI réseaux sociaux est beaucoup plus féminin. Donc, on retrouve beaucoup plus de filles dans notre groupe. Et si on est une fille, on a plus de chances de s'y retrouver, bien évidemment. Et ce qui est l'inverse pour nos garçons avec le groupe UPI jeux vidéo. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est venir regarder l'anxiété. Donc, au début, je vous disais, OK, on a quand même des données savoir, l'anxiété de façon générale, oui, elle a un lien avec l'UPI. Mais si on y va plus précisément, on découvre des choses. On découvre qu'en fait, les symptômes spécifiques de TAG vont être associés et vont augmenter le risque finalement de se retrouver avec une UPI réseaux sociaux. Et à l'inverse, spécifiquement, les symptômes anxieux sociaux vont être liés finalement à l'utilisation problématique des jeux vidéo. Donc, ces groupes-là ne vont pas vivre l'anxiété de la même façon, ne vont pas avoir les mêmes peurs anxieuses, les mêmes peurs anxiogènes au final. Donc, ils se différencient là, au niveau vraiment de l'anxiété qui est vécue. Donc, très bien, OK, super. Là, on a deux profils différents. Parfait. Qu'est-ce que je fais avec ces connaissances-là au niveau plus clinique? Donc, au niveau de l'évaluation et du traitement, qu'est-ce que ça peut nous dire? La première chose, en fait, que ça nous dit, c'est qu'il faut faire une évaluation systématique, finalement, de nos comorbidités. Ça, ce n'est pas étonnant pour les gens qui travaillent en dépendance. Les comorbidités, c'est la norme plutôt que l'exception. Donc, c'est vraiment primordial de venir évaluer, finalement, si mon jeune UPI qui rentre dans mon bureau, premièrement, c'est quoi les comorbidités? C'est quoi au niveau de l'anxiété? Puis pas juste évaluer nécessairement l'anxiété de façon générale pour savoir est-ce qu'il est anxieux. Non, mais s'il vit de l'anxiété, quel type d'anxiété? Est-ce que c'est le regard de l'autre qui l'a peur ou au contraire, c'est vraiment les imprévus, c'est tout ce qui est incertain qui lui fait peur? Parce que de bien identifier finalement quelle comorbidité va être avec mon UPI, ça va me permettre d'avoir un meilleur traitement par la suite. Et à l'inverse, ça nous donne aussi des indications que si vous avez un jeune qui rentre dans votre bureau puis qui vit, par exemple, de l'anxiété, soit un TAG ou un TAS, c'est peut-être d'avoir une petite attention particulière aussi pour son utilisation des écrans, son utilisation d'Internet, des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Ah ouais, OK, avant de te coucher, c'est quoi exactement que tu fais, etc. Donc, aller questionner aussi l'utilisation qu'ils en font. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, cette évaluation-là est primordiale là, quand un jeune va rentrer dans votre bureau. C'est aussi d'explorer vraiment la fonction d'utilisation d'Internet. On en a parlé précédemment quand j'étais dans mon contexte. Est-ce que Internet est là au final pour vraiment venir faire de l'évitement cognitif chez ma personne qui a un TAG? Est-ce que ça me permet de ne pas penser à mes soucis? Est-ce que ça me permet d'avoir plus de contacts sociaux quand je joue à mon jeu vidéo? Je suis capable d'avoir de l'interaction avec mes amis. J'ai même peut-être des amis qui sont seulement en ligne, puis ça me permet d'avoir ces contacts-là. À quoi sert cette utilisation-là? Donc, c'est quoi la fonction? Est-ce que ça sert à réduire justement mes symptômes anxieux? Ça va être principalement important ensuite quand on va arriver dans le traitement. Si on veut réduire finalement, par exemple, le temps d'écran, le temps passé sur Internet, il faut comprendre bien la fonction parce qu'en comprenant la fonction, vous pouvez aussi prévoir en fait que ça se peut que si je réduis, par exemple, ton temps sur les réseaux sociaux, il y a une exacerbation, par exemple, de tes symptômes anxieux si tu utilises Internet pour réduire finalement ce symptôme-là. Donc, c'est peut-être d'en discuter avec le jeune, de le prendre en considération aussi quand on va venir implanter certaines choses dans le traitement. Au niveau du traitement, bien évidemment, si on évalue les comorbidités, c'est important d'avoir un traitement qui tient compte de ces comorbidités-là. Comme je disais, il y a une interaction entre les deux comorbidités. Elles ne sont pas en parallèle. Voici deux choses très différentes chez la personne. Il y a une interaction, il y a toujours une dynamique qui va se créer en fait entre les comorbidités chez notre jeune. Et le but, c'est vraiment d'essayer d'en tenir compte dans le traitement également. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en fait, si vous travaillez certaines choses sur, par exemple, l'anxiété, il est bien possible que ça vous aide sur d'autres points avec le jeune sur l'UPI et vice-versa. Donc, cette interaction-là a aussi, en guillemets, des bons côtés, ou dans le sens où si vous travaillez sur une des problématiques, vous avez des chances aussi que ça puisse aider, finalement, l'autre problématique.
Et finalement, il faut aussi voir finalement le traitement avec nos jeunes UPI qui ont des comorbidités comme dans une perspective de santé globale. Donc, comme je disais, on n'est pas avec des comorbidités très parallèles. On va traiter seulement l'UPI. On fait fi, par exemple, de l'anxiété que le jeune vit. Donc, il y a une interaction. Il faut voir la santé de façon globale et essayer d'améliorer, au final, la qualité de vie globale de l'individu. C'est normal, on a un jeune, on a un mandat quand il arrive dans notre bureau, mais il faut aussi prendre en considération que le but est de vraiment voir la problématique dans son ensemble et dans les interactions qu'elle peut avoir aussi avec les autres comorbidités. Donc, voilà ma présentation pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, commentaires, là, on va pouvoir les prendre. Je vais... Merci beaucoup, Christine, pour cette belle présentation. C'est un grand plaisir et je pense que ça lance très bien les midis Hermès. Il y a plein de questions. J'ai commencé à y répondre. Peut-être, Valérie, j'aimerais que tu précises où est-ce que les gens vont pouvoir trouver la documentation, quel est le site Internet. Il y a plein de gens qui te disent bravo, Christine. Très intéressant. Et je voudrais peut-être juste ajouter une petite chose parce que je sais qu'il y en a qui l'ont demandé pendant que tu discutais. Pendant la pandémie, il y a eu une augmentation du nombre d'heures. Donc, vous avez compris que Christine a comparé les données aux données cyberjeunes, hein, dont vous avez entendu parler à plusieurs fois et même que vous avez dont on en avait beaucoup parlé pendant le temps de Virtua. Donc, pendant la pandémie, le nombre d'heures a augmenté. Donc, en 2019, les jeunes étaient aux alentours de 21 heures et l'an passé, ils étaient à presque 23 heures. Donc, pendant les années de pandémie, puis c'est la même cohorte que Christine vous a parlé, là, il y a eu presque une augmentation de 2 heures. Et là, quelqu'un me demandait est-ce que ça va revenir post-pandémie? On va pouvoir vous le dire l'an prochain. Parce que l'étude que Christine fait, c'est une étude longitudinale. Donc, on a comme des points. On regarde ça avec les années. Donc, on pourra vous revenir avec cette information-là. Donc, Myriam vous dit félicite. Judith, Francine, Stéphanie, Pierre-Guy, Marc, Gérard te félicite, Christine. Et puis, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez le temps, certains peuvent m'envoyer de l'endroit d'où vous venez, ce serait super. Nous, ça nous permettrait de voir est-ce qu'il y avait plusieurs régions. Donc, ça nous fait toujours plaisir de savoir d'où vous venez parce qu'on ne vous voit pas. Hein. C'est toujours ça un peu embêtant là, quand on. Donc, n'hésitez pas. Ici, oui, je vois des questions dans le Q&A, pardon, QR. J'ai la version anglophone. On a M. Lavoie qui nous pose une question. Là, je vais faire une bonne question. Hier, en rencontre, combien d'heures de jeu est recommandé par semaine? Donc, vous voulez dire de jeux vidéo s'il y a des recommandations? Présentement, si je me trompe, Magali, tu me corrigeras, mais présentement, on n'a pas de normes comme on peut avoir, par exemple, en alcool. Hein. Souvent, c'est bien le fun. En alcool, on a on a des tableaux. Voici les normes que vous ne devriez pas dépasser. Voici l'incidence sur la santé que ça peut avoir si vous les dépassez. Présentement, avec l'UPI et les jeux, etc., on n'a pas de normes aussi claires, on n'a pas de normes fixes et on ne connaît pas encore directement l'impact très direct sur la santé. Donc, on n'a pas encore toutes ces données-là. Donc, c'est vraiment plus d'aller évaluer là, avec la personne c'est quoi les objectifs, etc. Donc, pour répondre à cette question. Donc, Christine, j'ajouterais juste que tu as tout à fait raison. Hein. Pour faire les normes comme avec Éducalcool, ça a pris presque 100 ans d'études. Il y a eu des millions de personnes dont on avait les données pour pouvoir tracer ces courbes-là, qui s'appellent des courbes de risque. Et ça avait pris 3 ans. D'ailleurs, ils sont en train de les revoir. Et ça prend des budgets aux alentours de quelques millions. Hein. Pour l'instant, en cyberdépendance, les données n'existent pas encore. On n'est pas encore capable de tracer voici à combien d'heures ça devient ou ça ne devient pas dangereux. La santé publique propose aux alentours de 2 heures. Ils vont parler de 4 heures d'hyperconnectivité. Hein, puis dès 4 heures, on va voir des effets avec des méfaits. Mais on n'a pas de normes encore
dites sécuritaires ou de normes qui permettent de dire, oups, attention, danger. Donc là, on est aux alentours, on est à moins de 4 heures, je vous dirais, mais il n'y a pas encore de chiffres là, pour dire voici de recommandations de jeu ou d'utilisation à plus faible risque. Peut-être que dans les prochaines années, ça va venir, mais on va avoir besoin vraiment de beaucoup plus de données que ça, là, parce que c'est quand même des études très complexes à faire. Je vais me permettre aussi, Christine, de te suggérer des questions. Il y a Nadine Fizet ici qui demande qu'en est-il des filles qui ont une utilisation problématique des réseaux sociaux en lien, est-ce qu'il y aurait une corrélation avec le trouble d'anxiété sociale? Bien, en fait, nous, ce qu'on a vu en fait dans l'étude, c'est que si on voit au niveau de la prédiction, hein, donc il y avait comme deux sections, hein, quand on parle de la prédiction, de savoir si je vais me retrouver dans le groupe UPI réseaux sociaux, il n'y a pas les symptômes anxieux sociaux ne sont pas significatifs. Donc, ils ne me permettent pas de prédire si ma personne vraiment va se retrouver là, dans le groupe. Donc, qu'il n'y a pas plus de risque, en fait, de se retrouver dans ce groupe-là. Par contre, quand même, ce qu'on peut voir quand on fait des simples comparaisons, hein, donc on compare mes deux groupes, on voit quand même que les personnes qui vont se retrouver dans l'UPI réseaux sociaux vont avoir un peu plus de symptômes d'anxiété sociale, mais ce n'est pas assez pour dire comme c'est significativement prédicteur là, finalement de si je me retrouve dans ce groupe-là. Mais de façon générale, il en présente un petit peu plus aussi que les personnes non UPI. Parfait, merci. On avait une autre question aussi de Andréane Légaré qui te félicite pour ta présentation et puis qui demande si certaines applications sur les réseaux sociaux sont plus susceptibles d'être utilisées par les filles qui présentent des symptômes de troubles d'anxiété généralisés. Très bonne question, Andréane. Nous, dans l'étude, on n'avait pas nécessairement regardé les applications spécifiques sur les réseaux sociaux, on les avait englobées ensemble. Donc, je n'ai pas malheureusement de réponse spécifique là, à te donner, mais c'est aussi quand même une question qui est en constant changement selon moi parce que quand même nos données datent de 2018 et on peut quand même voir qu'il y a très rapidement des changements sur le type d'application au niveau des réseaux sociaux qui sont on dévie hein, souvent au niveau de la popularité. On était sûrement en 2018 plus Instagram, etc. Puis maintenant, quand même, là, ça change de plus en plus avec nos jeunes. Donc, très bonne question, mais je crois que ça va être constamment en changement en plus là, chez nos jeunes présents. Tu as tout à fait raison, Christine. C'est complexe. Merci, Andréane, pour ta question. En fait, quand on a fait cette étude-là, TikTok n'avait pas du tout la popularité qu'il a. Donc, on a toujours quand même beaucoup de difficultés à essayer de capter des phénomènes. Mais peut-être dans un des futurs Midi Hermès, on va vous parler des groupes de joueurs. Parce que vous avez raison de dire que c'est pas parce qu'on est des joueurs de jeux vidéo qu'on est tous pareils et qu'il y a peut-être des spécificités. Puis c'est fort possible qu'il y en ait également chez les types de joueurs, d'utilisateurs de réseaux sociaux. Fait que là, on met ça comme étant tout le monde est pareil, mais c'est probablement pas le cas, mais on n'est pas encore assez bon pour pouvoir vous le dire. Il y avait une autre question ici de quelqu'un qui écrit E majuscule et L. Est-ce qu'on est capable de savoir s'il y a des symptômes spécifiques des troubles d'anxiété généralisée et des troubles d'anxiété sociale qui sont davantage prédicteurs de l'UPI? On n'est pas allé décortiquer là, pour faire, dans le fond, des analyses avec spécifiquement genre certains items, par exemple, de notre liste avec vraiment les symptômes précis. Donc, on n'a pas les données spécifiques pour ça. Nous, nos hypothèses qu'on a émises, c'est vraiment là, au niveau de l'anxiété généralisée, principalement qu'en fait, il y aurait beaucoup tenté de faire de l'évitement cognitif en étant sur les réseaux sociaux, ce qui reste là, une hypothèse en interprétant nos résultats, mais qu'on a vraiment l'impression en fait que ça serait principalement pour calmer là, les inquiétudes excessives. Hein. Donc, souvent, les jeunes qui vont présenter ça vont avoir un discours interne. Donc, il va se présenter comme discours, puis on vont vouloir finalement utiliser les réseaux sociaux pour se distancer, pour penser à autre chose, pour pouvoir parfois aussi avoir de la réassurance. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai moins parlé, par exemple, mais avec le TAG, on a beaucoup de comportements de réassurance auprès des proches, auprès d'autres personnes. Donc, les réseaux sociaux pourraient être aussi une façon finalement d'aller se réassurer, soit en discutant avec un ami, hey,
c'est bien ça que j'ai compris qui s'est passé ou ou même en regardant la vie des autres, hein, se réassurer sur notre propre vie. Donc, ça, c'est des hypothèses qu'on émet par rapport aux symptômes spécifiques. Christine, j'ai Mélanie Laroche qui te demande, moi, moi, je suis un intervenant, comment je fais pour évaluer le TAG et le TAS? Oui, tout à fait. Ben, en fait, premièrement, ben, c'est d'aller faire une évaluation au niveau clinique. Là. Je pense que souvent, en fait, parfois, on peut mélanger les deux parce que la principale chose pour pouvoir les différencier, ça va être premièrement vraiment de venir voir l'objet de peur. Donc, comme je disais, là, la façon la plus facile pour pouvoir faire une bonne différenciation entre les deux, c'est l'objet de peur. Et parfois, là, de faire avec l'individu, de voir ben, c'est quoi le scénario catastrophe qui est un peu derrière. Puis ça va nous amener finalement à l'objet de peur. Donc, quand je disais qu'on a ceux qui sont anxieux socialement, ben, ça va être finalement ben, que l'autre me trouve donc niaiseux ou l'autre me trouve donc ci, ça. Donc, le regard de l'autre versus souvent quand on va voir le jeune qui est tag, ça va être vraiment un scénario de catastrophe qui va arriver, qui va descendre puis qui va être très catastrophique puis qui va avoir plusieurs couches très bien souvent dites. Donc, ça va être vraiment là de voir une catastrophisation. Il y a aussi, bien évidemment, là, des questionnaires que vous pouvez passer, comme le GAD-7, là, donc GAD-7, qui est relativement court, qui va vous donner des indications. Vous avez aussi le questionnaire sur les inquiétudes, le QIA, qui est pour le TAG. Et si vous voulez évaluer aussi avec des questionnaires pour le TAS, vous avez, par exemple, le SPIN, qui va être aussi disponible, donc qui va évaluer donc SPIN, de son acronyme, qui va évaluer là, finalement les objets de peur. Et vous avez les Borowitz. J'ai toujours de la difficulté à dire, mais l'échelle de Borowitz aussi pour évaluer finalement l'anxiété sociale au niveau des questionnaires. En fait, ce qui va être fait, c'est que dans le résumé à emporter, on va vous donner peut-être une liste des questionnaires et on pourra vous dire est-ce qu'ils sont gratuits ou pas et peut-être les endroits où vous pouvez le trouver. Là. Donc, sur le site Internet, vous aurez cet aspect-là. Donc, voilà. En fait, Gérard Lebel demande est-ce qu'on aurait pu prendre le BEC? Mais en fait, le BEC est pour de l'anxiété un peu comme diffus, donc ce n'est pas associé ni avec l'anxiété sociale ou avec l'anxiété généralisée, donc ça ne sera pas possible. Oui, donc, particulièrement... Oh, pardon. Vas-y, Christine. J'adore le BEC est particulièrement pas très efficace pour justement évaluer les symptômes de troubles anxieux généralisés. Donc, si on regarde les items, c'est beaucoup souvent très physique, de l'anxiété qui est très physique, c'est soit des tremblements, etc. Ce que parfois, hein, souvent, les tags vont moins rapporter, ça va être beaucoup plus cognitif hein, comme anxiété, donc avec les scénarios, etc. Donc, je ne le recommanderais pas nécessairement si vous voulez faire une différenciation entre les deux troubles. Il est déjà 13 heures. Je sais que vous avez tous et toutes un après-midi très chargé. Je voulais simplement, en mon nom, en nom de toute l'équipe Hermès, au nom de l'Institut universitaire sur les dépendances, vous remercier pour votre présence, votre attention. Eh bien, on se revoit bientôt cet hiver, après Noël, pour un autre échange sur nos connaissances en cyber ou en jeux pathologiques. Et puis, avec d'autres thématiques que j'espère qui seront proches de la clinique pour vous. Merci beaucoup d'avoir été présent. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci à tout le monde.